Le recteur de la mosquée de Paris, jugé trop modéré, était la cible d'un prochain attentat qu'auraient mené des islamistes. Résultat de l'enquête après l'opération antiterroriste mardi dernier. Le voyage de Jacques Chirac à Beyrouth avec un appel à Israël à quitter le Liban. Beyrouth qui se reconstruit avec l'inauguration de la résidence des Pins. Le centre-ville, un immense chantier. C'est l'enquête de ce journal. À Boulogne-sur-Mer, les nouveaux agrandissements du centre de la mer, Nausicaa et son aquarium géant, désormais plus de 10 000 poissons venus de tous les océans. Roland-Garros avec la victoire de Pioline cet après-midi, le Français jouera en huitième de finale contre la coqueluche du tournoi, le jeune Russe Marat Safin. La Feria de Nîmes avec dans les arènes un théâtre équestre qui mêle le pas cadencé des chevaux au rythme du flamenco. Et puis dans le cours de ce journal, nous rejoindrons Arlette Laguier, porte-parole de Lutte ouvrière. L'organisation tient sa fête annuelle. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, après le coup de filet dans les milieux islamistes mené en début de semaine, l'enquête démontre que le recteur de la mosquée de Paris était une cible prochaine des islamistes. Dalil Boubaker, considéré comme trop modéré, devait être éliminé. 16 personnes au total ont été mises aujourd'hui en examen. Valérie Fourniou, Olivier Robert. Dalil Boubaker, un musulman modéré, recteur de la mosquée de Paris, sous le coup d'une fatwa, une condamnation à mort religieuse. Cette sentence, cet assassinat a été projeté par le réseau d'islamistes, démantelé mardi. Les policiers ont découvert ce projet sur un document retrouvé dans le coffre de la voiture de l'un des islamistes interpellés. Ce matin, devant les 3 juges de l'antiterrorisme, 2 d'entre eux ont avoué la mission qu'ils étaient chargés de conduire sur le sol français. J'ai pas de commentaire particulier à faire. Ça se passe bien. Après 6 heures d'audition, en effet, les 3 magistrats ont pu mettre en examen les 16 islamistes pour complicité et appartenance présumée à un réseau lié au GIA. J'ai l'impression que de toute façon, il n'y avait pas tellement de chances qu'on obtienne des mises en liberté. La procédure est visiblement extrêmement importante. Et les charges lourdes pour certains d'entre eux. La découverte de ce projet d'assassinat de Dalil Boubaker à 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football en France est interprétée par les enquêteurs comme un signe inquiétant. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que les islamistes s'en prennent à une figure modérée du monde musulman. En 1995, le réseau qui devait commettre plus tard les attentats à Paris avait assassiné l'imam Sahraoui. La grève à Air France pour le retour de ce long week-end de Pentecôte contraint les passagers à imaginer dès aujourd'hui diverses solutions. Les autres compagnies d'aviation n'offriront que peu de vols supplémentaires et à 36 heures du début du mouvement, aucune réunion de négociation n'est prévue. Damien Thévenot et Jean-Pierre Pasteur. Je vous appelle concernant votre vol sur Tunis lundi matin avec Air France. Vous étiez censé partir à 8h30 donc pour Tunis. Le vol est malheureusement annulé à cause de la grève. Depuis quelques jours, la procédure n'a pas changé. Pour cette agence de voyage, il faut recontacter tous les clients qui devaient prendre un avion Air France à partir de lundi. Les passagers ont le choix entre 2 solutions. Ou un report sur les compagnies étrangères, ou alors éventuellement un report carrément du voyage quand le client pouvait le faire. Reporter carrément son voyage, ce matin à Orly, on ne voulait pas en entendre parler. Pourtant, les chiffres sont là, 80% des vols seront annulés à partir de lundi. Du côté des passagers, on n'est pas vraiment content. Non, pas très contente parce que ça fait déjà 2 fois que je voyage cette année, ça fait 2 fois qu'on me fait le même coup. Ça m'embête beaucoup et ça embête beaucoup de gens et il y en a vraiment marre. C'est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et pour les compagnies concurrentes d'Air France, cette grève est synonyme d'augmentation d'activité. C'est complet jusqu'au 4 juin pratiquement, tous les vols sont complets. Et vous avez, je suppose, affrété d'autres avions pour lundi? Pour lundi, oui, mais ils sont déjà complets également. Si les négociations entre syndicats de pilotes et direction n'aboutissent pas ce week-end, la grève est prévue pour durer 15 jours. Quelques rares passagers y trouveraient presque leur compte. Pour lundi, vous faites comment? Si on reste là-bas, ça nous fera des vacances supplémentaires. C'est super. C'est génial. C'est peut-être votre patron qui sera pas content, non? C'est moi la patronne alors. Pour l'instant, rien ne permet d'envisager une reprise des négociations.
À Rome, 300 000 pèlerins pour assister aujourd'hui à une fête religieuse sur la place Saint-Pierre à l'appel de Jean-Paul II. Une célébration de Pentecôte qui ressemble à une répétition du jubilé de l'an 2000. Alain Chalvron. Cela faisait bien longtemps que l'on n'avait pas vu une telle foule de pèlerins à Rome. 300 000 personnes s'étaient donné rendez-vous ce soir de la place Saint-Pierre au Tibre, à l'appel du pape pour la Pentecôte, la fête de l'Esprit Saint. Jean-Paul II, visiblement revigoré par un tel accueil. Une manifestation d'abord conçue comme une fête mondiale, avec des chansons des 5 continents. Une manifestation du reste vécue comme une fête par les participants venus eux aussi du monde entier. Tout cela devant un pape ravi. On est venu spécialement parce que Saint-Pierre nous a demandé de venir. Fêter l'Esprit Saint avec lui, donc on nous a appelés, on vient. J'étais au GMJ, j'étais à Sainte-Anne-d'Auray également. À chaque fois, c'est une expérience extraordinaire. C'est vrai qu'on reçoit énormément. Pour accueillir une telle foule, la ville de Rome avait mobilisé les grands moyens, bloquant tous les accès dans un large périmètre autour de la place Saint-Pierre et libérant les quais du Tibre pour quelques 3000 cars. Cette manifestation apparaît un petit peu comme une répétition générale du grand jubilé de l'an 2000. En l'an 2000, en effet, des manifestations comme celle-ci, il y en aura d'innombrables, et pour tout le monde, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les médecins, pour les avocats et même pour les journalistes. C'est dire que la vie de Rome en sera quelque peu perturbée. Pour la première fois dans l'histoire des centrales nucléaires françaises, EDF décide de vider de leur combustible les 3 centrales de Civaux et de Chooz en Ardennes. C'est le circuit de refroidissement qui est en question après une fuite décelée en mai dernier. Un incident préoccupant d'après EDF, mais qui n'a apparemment aucun retentissement sur le personnel et l'environnement des centrales. Anne Ponsinet. Elle est pourtant toute neuve, la centrale de Civaux, mise en service en décembre dernier. Et voilà que le 12 mai, après quelques mois de fonctionnement seulement, une fuite révèle la présence d'une grosse fissure dans ce circuit de refroidissement. L'explication peut être une pièce défectueuse ou peut-être une fatigue thermique, c'est-à-dire un problème de froid et chaud dans les tuyaux. Mais comment une installation aussi neuve pourrait être fatiguée? Ce type de problème peut apparaître à n'importe quel moment. Il apparaît lorsqu'il y a des problèmes de tracé, de configuration de circuit, et donc il peut apparaître quand les tranches sont anciennes ou neuves, à n'importe quel moment de la vie d'une installation. Il y a peut-être un défaut de conception dans cette nouvelle génération de centrales. L'incident de Civaux est resté confiné dans le bâtiment réacteur, mais il a fallu 9 heures pour arrêter la fuite. Certains observateurs estiment que les boucles, c'est-à-dire les circuits d'eau, n'ont pas été assez testés. Au niveau de la façon dont la boucle marchait, il devait y avoir encore des problèmes. Alors j'en voudrais pour preuve que quand ils ont voulu prendre l'eau contaminée et la traiter, ils sont tombés sur une station d'effluent qui ne marchait pas. Donc manifestement, le réacteur a démarré en décembre de l'année dernière et il n'était pas complètement testé. Civaux est donc à l'arrêt pour inspection et avec elle, ces 2 centrales sœurs, les tranches 1 et 2 de Chaux dans les Ardennes, qui sont de même génération. Les grévistes de la faim, après 51 jours de jeûne, ont cessé aujourd'hui leur mouvement. Un mouvement commencé à Pâques et qui leur permettra dès cet après-midi, pour ce week-end de Pentecôte, de rentrer chez eux. En effet, un accord avec l'émissaire du gouvernement a été signé. Il s'agit notamment d'un sursis de 6 mois à l'expulsion de ces étrangers qui, ayant purgé plusieurs peines de prison, devaient quitter le territoire. L'île-Dieu en Vendée défend sa pêche au thon menacée par une prochaine interdiction à Bruxelles des filets maillants dérivants. Les marins de l'île, depuis hier matin, ont hissé les drapeaux noirs sur les bateaux en signe de protestation. Ils veulent coûte que coûte défendre leur activité. Yannick Le Tranchant. L'île-Dieu bat le rappel de toute une population. Commerçants et pêcheurs de toujours, touristes de passage ou vacanciers d'un jour. L'ambiance n'est pas à la fête en ce week-end de Pentecôte, pourtant l'île-Dieu pavoise, mais pavoise en noir. C'est Bruxelles qui est visée, l'Union européenne qui veut interdire dans un an les filets maillants dérivants. Des filets accusés de provoquer la mort de nombreux dauphins, des filets utilisés pour la pêche à l'espadon et la pêche au thon. Vous avez bien vu les pancartes partout qu'il y a sur l'île, tout le monde veut se battre et on continuera à se battre jusqu'à temps qu'on ait gain de cause. On a tout intérêt à ce que la pêche au thon continue, sinon je suis directement concerné par
par cette interdiction. Le thon, c'est la spécialité de l'île-Dieu, sa raison de vivre. 25 millions de francs de chiffre d'affaires, une trentaine de bateaux, 150 marins, des emplois indirects. Le thon, c'est la moitié des ressources de l'île. Les marins-pêcheurs peuvent compter sur le soutien des élus, mais aussi de certains écologistes. Il y a un amalgame absolument scandaleux qu'on n'arrive pas à déraciner finalement entre les filets dérivants utilisés par 1000 bateaux asiatiques dans le Pacifique d'une longueur de 50 à 100 km de long et les filets dérivants aujourd'hui de 2,5 km utilisés par 20 à 25 bateaux de la seule île française qui vit de la pêche. Et en attendant une décision définitive le 8 juin sur les filets maillants dérivants, l'île-Dieu défend sa pêche contre vents et marées. Les militants de lutte ouvrière se retrouvent aujourd'hui dans le parc du Château de Presles, dans le Val d'Oise, ambiance bon enfant, avec Arlette Laguier que nous rejoindrons dans un instant. Mais d'abord, la journée de la fête de lutte ouvrière, Jean-Baptiste Prédali et Franz Weyer. 2, 3. C'est un chant de Pentecôte, mais il est révolutionnaire, car comme chaque année depuis 1968, Lutte ouvrière réunit ses militants, ses sympathisants, pour faire la fête. C'est l'autre image de Lutte ouvrière, toujours trotskiste, mais plus ouverte. La fête se déroule autour d'un château, mais ce qui attire la foule, ce serait plutôt le discours de Lutte ouvrière. C'est un parler vrai qui en fin de compte finit par être écouté. C'est des choses de bon sens et le bon sens, je crois qu'il arrivera toujours à gagner. Je pense qu'il est temps d'envisager un réel changement du système. Ils sont pour les ouvriers, alors donc moi étant qu'une employée avant, c'est ce qui me plaisait. Et depuis quelque temps, Lutte ouvrière ajoute des électeurs à ses 7000 adhérents revendiqués. Sa vingtaine de conseillers régionaux, ses bons scores électoraux suscitent des convoitises, à l'extrême gauche mais aussi du côté du PC. Mais Lutte ouvrière préfère poursuivre dans sa propre voie, imperturbablement, comme depuis 28 ans. La raison dans son cratère. Et nous rejoignons maintenant en direct Arlette Laguier. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole de Lutte ouvrière, mais aussi depuis peu conseillère régionale d'Île-de-France. Alors, première question d'un mot. La grève à Air France, vous soutenez la menace autour de la fête du mondial ? Écoutez, je ne peux être que solidaire de salariés qui, alors que leur entreprise fait des bénéfices, refusent de voir leur salaire baisser, même si ce sont des salariés qui sont effectivement payés bien au-dessus du SMIC, parce que c'est toujours le même langage qu'on tient de toute façon aux travailleurs. Ceux qui ont du travail aujourd'hui, on voudrait qu'ils acceptent tout, des baisses de salaire, des conditions de travail aggravées, sous prétexte qu'il y a la crise, mais la crise elle n'est pas pour tout le monde, et en particulier on voit bien que les profits, tant à la bourse que les profits des grandes entreprises, eux ne cessent d'être en hausse. Il n'y a aucune raison que les salariés acceptent des baisses de salaire. Alors en écoutant votre discours ces jours-ci, vous appelez à l'explosion sociale. Alors doit-on vous prendre à la lettre? C'est un peu la mémoire de mai 68 qui vous fait parler de révolution? Ah, cette mémoire de mai 68, oui, je l'ai tout à fait. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un an de ce gouvernement, eh bien, ça va pas mieux, quoi qu'on nous en dise. Les chômeurs, ils sont toujours là. Ils sont toujours autour de 3 millions. Et les chômeurs de longue durée, eh bien, il y en a de plus en plus. Parallèlement, dans les entreprises, non seulement on aggrave les conditions de travail, mais les plans sociaux, les plans de suppression d'emplois, les plans de licenciement sont légion. Alors, qu'est-ce que ça sera dans 5 ans, au bout de la législature, si une nouvelle fois, cette gauche plurielle a déçu la classe ouvrière? Car derrière, en embuscade, eh bien, il y a Le Pen. Et il y a aussi peut-être pour le PC le risque de perdre de nouveau des électeurs, de perdre de nouveau de l'influence dans la classe ouvrière. Alors il vaudrait mieux tenir un langage de lutte, un langage de combat de classe, comme nous le faisons, nous, Lutte ouvrière, et comme nous le faisons non seulement dans ces élections, mais comme nous le faisons aujourd'hui dans cette fête et demain dans nos quartiers, dans nos entreprises. Un an, juste une dernière question. Un an, ces jours-ci, de l'action du Premier ministre Lionel Jospin. Apparemment, rien ni personne n'a de grâce à vos yeux, ni les 35 heures, ni les emplois jeunes. Écoutez, les emplois jeunes, il y en a eu 60 000 de créés. Comment voulez-vous que ça règle le problème des millions de chômeurs et je dirais des millions de personnes qui vivent au niveau de la pauvreté parce qu'elles travaillent à temps partiel, parce qu'elles sont en CDD, parce qu'elles sont en intérim. Et tout ça, eh bien,
C'est une pauvreté qu'on pourrait arrêter si on voulait prendre sur les bénéfices des grandes entreprises au lieu de continuer à subventionner le patronat en l'incitant à créer des emplois alors qu'il n'en crée pas, au contraire qu'il en supprime. Et l'État devrait lui-même tout de suite garder cet argent pour créer des centaines de milliers d'emplois dans l'éducation, dans les transports, dans les hôpitaux, dans tous les services publics où il y aurait bien besoin d'embaucher des effectifs supplémentaires. Arlette Laguier, merci d'avoir répondu à nos questions. À Saarbrück, en Allemagne, le rassemblement de quelques 500 militants d'extrême droite venus d'Allemagne, de Belgique et de France s'est déroulé malgré tout dans le calme. Déploiement de plusieurs centaines de policiers pour un face-à-face avec plusieurs milliers de manifestants venus protester contre ce rassemblement fasciste. Symboliquement, ils ont déposé une gerbe au mémorial dédié aux victimes des camps de concentration. La communauté internationale condamne fermement le nouvel essai nucléaire qui s'est produit ce matin au Pakistan. Tout au long de la journée, les condamnations se sont succédées, celle du président Clinton notamment, et celle de la Russie qui demande une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. On vient d'apprendre qu'une réunion d'urgence se tient actuellement aux Nations Unies, mais revenons au Pakistan. Sur place à Islamabad, c'est un sentiment de fierté nationale qui prévaut. Le Pakistan qui propose maintenant à l'Inde d'entamer des négociations immédiates. Philippe Rochaud, Jean-François Renaud. Une nouvelle fois, c'est le désert du Baloutchistan qui a servi de décor à ce nouvel essai nucléaire pakistanais. Les habitants de cette zone tribale racontent qu'on leur a demandé de s'éloigner et qu'ensuite on leur a annoncé que c'était terminé. Ils ont du mal ici à apprécier la portée de ces essais nucléaires, mais ce sont eux les plus exposés. Pas de retombées radioactives, disent les officiels, comme le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui annonce la fin de cette campagne d'essais, tandis que le chef du gouvernement se dit prêt à reprendre le dialogue avec l'Inde, y compris sur la question du Cachemire et de l'équilibre nucléaire. Le Premier ministre indien, Vajpayee, a dû baisser le ton en disant que l'Inde n'avait pas l'intention belliqueuse d'attaquer le Pakistan. Le Pakistan vient en tout cas de marquer un nouveau point avec ce dernier essai, mais devra aussi en payer le prix. Les gens font la queue pour retirer des devises étrangères, car le gouvernement vient de décider une série de mesures draconiennes pour enrayer la fuite des capitaux. La décision américaine et japonaise de geler une aide de 500 millions de dollars au Pakistan a semé la panique dans les milieux financiers. Et pourtant aujourd'hui, les Pakistanais se réjouissaient du nouveau score diabolique qu'ils viennent de réaliser face à l'Inde. Ces danses et ces tirs de joie ont animé une nouvelle fois les rues des grandes villes pakistanaises en attendant des lendemains qui chanteront peut-être un peu moins. Bien que le Pakistan ait déclaré qu'il arrêtait ses essais nucléaires, l'état d'urgence est maintenu dans le pays. Mais un état d'urgence qui n'est guère contraignant, la police et l'armée veillent surtout au risque d'attentat et en tout cas, il n'y a pas de couvre-feu. Jacques Chirac, qui effectue sa 3e visite officielle à Beyrouth, s'est entretenu aujourd'hui avec son ami Rafik Hariri, Premier ministre du Liban. Point d'orgue de cette visite, la réouverture de la résidence des Pins. Nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir et Jean Cornu. Cette résidence des Pins est plus qu'une demeure magnifique de style ottoman qui abrite les ambassadeurs de France. Elle fait partie de l'histoire du Liban, proclamée ici en 1920, et elle symbolise le lien entre nos deux pays. Elle a suivi les hauts et les bas qui correspondent exactement à l'évolution politique du Liban. Donc son renouveau actuel augure du renouveau du Liban. Fortement endommagée lors du siège de Beyrouth par l'armée israélienne en 1982, elle est abandonnée en léthargie pendant 10 ans. La paix revenue, la France s'engage à la faire revivre. Les travaux durent 4 ans et coûtent 60 millions de francs. Mais pour Jacques Chirac, le ciel libanais est assombri. Le pays sous tutelle syrienne doit recouvrer sa pleine souveraineté et l'occupation du Sud-Liban par Israël est un obstacle à la paix. En plein cœur de Beyrouth, le chef de l'État se montre ferme. Israël doit se retirer du Liban conformément à la résolution 425 et sans aucune condition. Quant à la Syrie, elle est en droit de se voir restituer le plateau du Golan. En retour, Israël, comme tous les États de la région, a droit à sa sécurité pleine et entière. Pour que le Liban revive pleinement, il faut que la paix s'installe définitivement dans la région, ce qui n'est pas le cas à cause du blocage du processus de paix israélo-arabe. Le Liban se joint donc à l'appel de la France et de l'Égypte à mobiliser toutes les bonnes volontés pour sauver la paix sans tarder.
L'ambassade de France dévastée durant la guerre civile a été restaurée, tout comme le sera le centre-ville, immense chantier d'où surgira dans les années à venir un nouveau quartier. Ces immeubles de la paix qui émergent de ces champs de ruines ne ressembleront pas au vieux Beyrouth, comme l'ont constaté Maryse Burgot et Éric Georgeot. À Beyrouth, les bruits de la reconstruction ont remplacé le bruit des bombes. La paix s'est installée depuis 8 ans. Les façades retrouvent les couleurs de l'Orient. Beyrouth, l'un des plus grands chantiers au monde, affiche ses premiers résultats. De l'autre côté du centre-ville, en revanche, le temps semble s'être arrêté. Avant la guerre, ce coiffeur possédait un salon dans le vieux Beyrouth. Mais lorsque vint la paix, il fut exproprié comme 120 000 autres propriétaires et locataires. Au nom de l'urgence de la reconstruction, le centre-ville fut vidé de ses habitants. Ils m'ont dit soit vous prenez les 18 000 francs qu'on vous propose, soit vous partez sans rien. Je n'avais pas le choix, j'ai pris et évidemment j'ai tout dépensé très vite. Et c'est bien le double visage qu'offre aujourd'hui Beyrouth. D'un côté, des centaines d'immeubles situés hors du centre-ville, habités et toujours criblés des marques de la guerre, celle qui opposa pendant 15 ans les milices chrétiennes et musulmanes. De l'autre côté, le centre-ville et sa maquette exposée aux investisseurs venus du monde entier. Ils sont banquiers ou hommes d'affaires, ces immeubles sont faits pour eux. La société privée chargée du chantier construit d'abord un quartier d'affaires et de luxueux hôtels. Pour les anciens Beyrouthins qui ont connu Beyrouth avant la guerre, il y aura forcément une transformation. La place des Martyrs va être faite, mais ce ne sera plus la même place des Martyrs. Donc il est certain qu'après une guerre aussi dévastatrice que celle qu'a connue le Liban, on ne refait pas exactement à l'identique un centre-ville tel qu'il existait avant. Les vieux Beyrouthins reconnaîtront-ils leur quartier d'autrefois, celui des souks et des odeurs de l'Orient? Celui du mandat français, où se côtoyaient dans une harmonie toute particulière chrétiens et musulmans. Les vieux Beyrouthins retrouveront-ils l'âme de Beyrouth? Il n'en restera rien, dit Hassem Salam, président du très respecté ordre des architectes libanais. Ce Beyrouthien constate que sur les 6 000 immeubles d'avant-guerre, seulement 200 ont été rénovés, tous les autres ont été dynamités. La méthode fut moins coûteuse, mais radicale. On en parle du plus grand chantier au monde. Oui, peut-être c'est le plus grand chantier au monde, mais à quel prix ce grand chantier au monde? Pour moi, franchement, j'évite toujours de passer par le centre-ville. Parce que chaque fois que je passe, c'est traumatisant pour moi. Traumatisant du point de vue visuel et architectural et urbain, traumatisant pour avoir perdu la ville que je connaissais. Mais Beyrouth compte aussi beaucoup de farouches défenseurs du projet, comme Elie, marchand de tissus de père en fils. Nous l'avons emmené vers le centre-ville où il avait autrefois sa boutique. Il fait partie des quelques artisans chanceux qui seront autorisés à récupérer leur commerce à la fin des travaux. Persuadé qu'il gagnera ici beaucoup d'argent, il se moque bien des critiques des opposants au projet. Qu'est-ce que c'est Baliverne? Ce sera encore beaucoup plus beau qu'avant. C'est vrai. Je n'ai rien. Je ne fais pas de la publicité pour Hariri, mais c'est la vérité. Rafir Hariri, c'est le Premier ministre libanais et ce chantier est un peu son chantier. D'abord parce qu'il est actionnaire de la société privée chargée de la reconstruction. Une confusion des genres dénoncée par les intellectuels mais aussi par ceux qui vivent toujours dans des immeubles privés d'eau et d'électricité. Le Premier ministre assure que tous les Libanais profiteront des dividendes dégagés dans le quartier d'affaires. C'est son pari pour relancer l'économie libanaise et faire définitivement oublier la guerre. La marche mondiale des enfants achève son long périple aujourd'hui à Genève. Partie de Manille en janvier, du Brésil en février et d'Afrique du Sud en mars. Ces enfants ont défilé dans la ville, un long défilé. Tapissiers indiens, vendeurs de rue ont traversé le quai du Mont Blanc au centre de la ville. Des chars décorés les suivaient dans cette procession contre un monde sans enfance. Un énorme ballon à quelques jours du mondial venait rappeler que ce sont des enfants pakistanais qui usent leurs mains à coudre des ballons.
À la veille de la journée mondiale anti-tabac, voyons les arguments qu'avancent les médecins pour convaincre une nouvelle fois d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, on a les preuves scientifiques que le tabac détruit un gène essentiel de nos cellules qui nous protège contre les cancers. Françoise Vallée, Jean-Louis Boussert. Ça commence comme un plaisir et ça devient vite une dépendance. Un geste automatique qui coûte des milliers de francs par an. On le sait, ce n'est pas bon pour la santé, mais on préfère ne pas y penser. Pourtant, la cigarette détruit en nous un gène capital. On l'appelle P53. Ici, un gène qui est essentiel, comme on l'a vu, qui est responsable de toute la stabilité de notre patrimoine génétique. Sans P53, notre patrimoine génétique s'emballe, nous arrivons à avoir des cellules qui ont une division incontrôlée et donc on génère comme ça un cancer. P53, c'est le contremaître de nos cellules. Dès qu'une cellule fabrique des produits anormaux susceptibles d'entraîner un cancer, le gène P53 arrête tout et organise la réparation. Mais si P53 est défaillant, plus rien n'empêche la cellule de se dérégler et de se multiplier. Ainsi apparaît la tumeur cancéreuse. En observant ce gène sur les malades atteints de cancer du poumon, les chercheurs ont remarqué qu'une altération bien particulière revient à chaque fois. Aujourd'hui, ils ont la preuve qu'un composant bien précis de la cigarette détruit ce gène protecteur. Richard a fumé pendant 20 ans, un paquet par jour. Il a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer jusqu'au jour où il a appris qu'il avait un cancer. Maintenant, avec le recul, je me dis si c'était à refaire, je me calmerais nettement, c'est certain. Après avoir arrêté 2 ans de fumer, faire des footings tous les matins, machin, retrouver une bonne santé et aller dans une soirée au cours d'une tournée musicale, dans une soirée où est-ce qu'on reprend la cigarette, c'est que vraiment, et qu'après on reprend, c'est que vraiment il y a quelque chose, quoi. C'est très fort, c'est vraiment une drogue dure. Je suis sûr que la cigarette, il y a un siècle, elle n'était pas aussi dure que ça. C'est une drogue dure. Pour décrocher, certains fumeurs rencontrent les mêmes difficultés que les toxicomanes. Les consultations spécialisées le savent, ce n'est pas simple. Pour arrêter de fumer, il faut de la volonté, il faut aussi se donner du temps pour réussir. Même si on a fumé longtemps, et c'est le cas de ces grands fumeurs très dépendants, eh bien ça vaut la peine toujours d'arrêter. Ça n'est jamais trop tard, parce que on récupère finalement assez vite. Le risque vasculaire est récupéré très vite, en 1 à 2 ans. Le risque de maladie chronique respiratoire ou de cancer, c'est plus lent. Mais à tous les stades, on récupère. Le piège, c'est de croire que l'on peut y arriver seul. Motivation et volonté ne suffisent pas, il faut être bien entouré. Moi, j'ai eu un soutien de ma famille, de mon travail, de plein de choses, de plein de gens. C'est grâce à ça que j'ai arrêté de fumer. C'est pas tout seul. Tout seul, j'ai pris la décision, ça c'est vrai. Mais j'ai arrêté grâce quand même à un soutien. Redevenir non-fumeur, c'est retrouver sa liberté. Y penser, c'est déjà un premier pas vers le succès. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, inauguration des nouvelles structures du Centre national de la mer. Largement agrandi, Nausicaa et son immense aquarium contiennent désormais plus de 10 000 poissons venus de tous les océans, des lions de mer de Californie et toutes sortes de requins pêchés pour l'occasion. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Jean-Louis Molin. Stéphane Hénard a parcouru 7000 km pour embarquer sur ce bateau. Le rafio à première vue ne paye pas de mine, et pourtant le capitaine du bord est considéré comme le meilleur attrapeur de requins de toute la Floride. Lorsqu'il a besoin d'un nouveau spécimen pour son aquarium, Stéphane Hénard s'adresse à lui, Steve Robertson, parce qu'il sait que toutes les précautions seront prises. Les permis de capture de requins sont délivrés à l'unité, c'est-à-dire que les suivis, ce fournisseur est suivi, il travaille en toute légalité officiellement et il doit faire attention à chacune des bêtes qu'il capture parce qu'il n'aura pas le droit d'en capturer 36. Donc c'est une espèce, il y a un aspect cérémonial là-dedans. Le secret de Steve, il connaît tous les bons coins de la côte. Sa technique est rodée, d'abord on amorce, puis on appâte. Et en moins de 2 heures, ces hommes ramènent un requin à nez noir, une belle prise. C'est toujours génial, chaque jour c'est nouveau. Je suis jamais fatigué. C'est le meilleur bureau du monde. L'essentiel maintenant, parvenir à calmer l'animal, faire en sorte qu'il reste en mouvement et rentrer le plus vite possible pour lui donner plus d'espace. Il rejoint dans cet enclos marin tous les poissons qui attendent de partir pour les 4 coins du monde.
Ici, c'est autre chose. On élève les poissons. Stéphane vient chercher dans cette ferme des coryphènes, une espèce tropicale, la spécialité du coin. 200 000 œufs pondus par jour, l'élevage se fait de cuve en cuve et intéresse les aquariums. C'est plus facile pour nous d'envoyer de jeunes coryphènes plutôt que de les attraper adultes au large. On ne peut pas les pêcher quand ils sont jeunes, mais lorsqu'ils font 2 ou 3 kilos, et ceux-là sont difficiles à expédier. Et pour les transporter, on utilise ces caisses conçues pour voyager en avion. Le séjour des poissons ne doit pas y excéder 36 heures. Boulogne, fin du voyage pour ces vivanos à queue jaune. Un bain d'eau douce pour les déparasiter avant de rejoindre les aquariums. Les poissons qu'on présente ne doivent pas être en voie de disparition ou bien tout simplement rares parce que leur prélèvement mettrait en danger l'environnement, c'est hors de question. Et puis deuxièmement, un poisson qui réussit en captivité, c'est pas un poisson qui vit une semaine, qui vit un mois. Ces 2 règles, elles, ont déjà rejoint leur nouvelle demeure. C'est l'aboutissement d'un travail long mais nécessaire pour continuer à protéger ces animaux. L'événement à Roland-Garros lundi avec le face-à-face du Français Pioline contre la nouvelle coqueluche du tournoi, le tombeur d'Agassi et de Kurten. Je parle bien sûr du Russe Marat Safin, inconnu jusqu'alors. En effet, Cédric Pioline, impérial cet après-midi, s'est qualifié pour les 8e de finale en battant Richard Krajicek en 3-7, Laurent-Frédéric Bellet, Alain Poirier. Hommage au dernier des mousquetaires. Cédric Pioline triomphe sur le central. 16 000 spectateurs lui réservent une vibrante ovation. Oui, respect au numéro 1 français qui élimine brillamment un ancien vainqueur de Wimbledon, la tête de série numéro 10, le néerlandais Krajicek. Pioline héroïque, oubliez les crampes du premier tour. Le Français fait le match parfait. Il s'impose en 3-7 en contrant le jeu d'attaque de Krajicek. Pioline qui surtout offre au public un nouveau visage enthousiasmant. Je joue au tennis, c'est aussi pour montrer aux gens que j'ai un don et que je peux exploiter ce don. Donc autant le montrer, autant essayer de leur faire sentir. Bon, bah, après je le fais à ma manière, et puis bon, je ne sais pas comment les gens le ressentent, mais apparemment ça passe bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Pioline est désormais aérien, c'est le nouvel as des as. Pioline qui doit maintenant se préparer à affronter la terreur russe, Marat Safin. Ce dernier poursuit aussi son chemin victorieux cet après-midi face au Tchèque Vacek. Surtout, Safin reste insensible à sa nouvelle gloire. Bon, vous savez, je ne lis pas les journaux, donc je ne sais pas si je suis plus connu ou pas. Chapeau bas en tout cas pour ces 2 hommes. Pioline, Safin, le choc est annoncé. Lundi, Roland Garros devra choisir entre son dernier représentant français et son nouveau prodige. Et puis, dernière française en lice, Sandrine Testus s'est également qualifiée pour les 8e de finale en battant l'Espagnole Gala León Garcia. Une équipe de France décevante hier soir au Maroc, à 15 jours de la Coupe du Monde. Les Marocains ont marqué 2 buts, mais les Français sont revenus au score grâce à Laurent Blanc et Youri Djorkaeff, auteur d'un superbe but. Les Bleus se sont inclinés au tir au but. L'équipe d'Aimé Jacquet remporte tout de même le trophée Hassan II. Fervent partisan de la cause tibétaine, l'acteur américain Richard Gere est la vedette du nouveau film Red Corner, un thriller signé John Avnet, le réalisateur de Personnel et Confidentiel ou Baigné de tomates vertes. De visite à Paris, Richard Gere, bouddhiste convaincu, en a profité pour plaider la cause des droits de l'homme en Chine, où se déroule précisément l'action de son film. Pascal Deschamps. Il est à Hollywood l'un des bouddhistes de la première heure et depuis 15 ans un militant actif pour les droits du Tibet aux côtés du Dalai Lama, comme ici lors d'un meeting organisé pendant la visite du président chinois aux États-Unis. Déjà interdit de visa par la Chine, Richard Gere a choisi avec Red Corner d'enfoncer un peu plus le clou. Il y joue le rôle d'un avocat américain accusé de meurtre à Pékin et confronté à la justice chinoise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le portrait qu'il fait de la Chine contemporaine n'est pas très flatteur. Il faut savoir que l'éducation morale des criminels, c'est quelque chose de très important en Chine. L'indulgence est accordée à ceux qui ont le courage de se confesser. La sévérité est requise envers ceux qui clament avec entêtement leur innocence. C'est pourquoi ce sera bien meilleur pour vous si vous traitiez notre justice avec plus de respect.
Épargnez-moi votre laïus sur la moralité de votre système judiciaire, s'il vous plaît. Si vous plaidez non coupable, c'est le peloton d'exécution qui vous attend. Et contrairement à votre pays, monsieur Moore, ici les sentences sont exécutoires dans la semaine qui suit. On vous abat comme un chien d'une seule balle logée en pleine tête. Et la balle est facturée à votre famille. Je suis innocent. Dans le film, une Chinoise dit « Je ne veux plus garder le silence ». Et c'est ce que pourrait dire quiconque vit dans un régime fasciste depuis des générations. Les gens sont contraints de garder le silence et ce silence permet au fascisme de durer. Alors pour toute une génération de Chinois, ces simples phrases « Je ne veux plus garder le silence » ou « Je veux dire la vérité », ces phrases sont révolutionnaires. Le film n'a bien sûr pas pu être tourné en Chine. Il a donc fallu reconstituer les rues de Pékin dans les environs de Los Angeles. Comme il fallait s'y attendre, Red Corner, mais aussi d'autres films tels 7 ans au Tibet ou Kundun, ont empoisonné les relations entre la Chine et les studios hollywoodiens qui négocient là-bas de précieux marchés. Les hommes qui possèdent et dirigent Disney sont des hommes d'affaires. Vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'ils se comportent autrement. Les hommes qui possèdent et dirigent la Metro-Goldwyn-Mayer sont des hommes d'affaires. En ce qui concerne Kundun, je trouve qu'il est miraculeux que Disney ait dit aux Chinois « Vous n'avez rien à nous interdire, nous allons produire ce film ». Bien sûr, ils auraient pu le distribuer dans un plus grand nombre de salles, mais moi ce qui m'étonne c'est qu'ils soient allés aussi loin. Red Corner, thriller par ailleurs assez moyen, a eu aux États-Unis une carrière modeste. Mais pour Richard Gere, l'essentiel est ailleurs. Optimiste, il pense que l'éducation du public américain se fait lentement et que chaque film y contribue. L'ouverture de la Feria de Nîmes cette fin de semaine avec ce magnifique spectacle équestre dans les arènes de la ville, le flamenco et le pas cadencé des chevaux à l'unisson. Karine Comazzi et Françoise Mazou. Silhouette noire sur une ombre noire, c'est par des noces de feu que commence la métamorphose. Dès lors, ne cherchez plus l'homme et le cheval, ils ne font qu'un. Danseurs, cavaliers voltigeurs, comédiens à cheval, Métamorphose célèbre la fusion des pieds et des sabots. Dans l'espace très codifié des arènes, Brigitte Bonnot et Roberto De Pila ont renversé les rôles. La femme est à cheval, l'homme à terre et le flamenco se danse à trois. Il me parlait de compas, flamenco, bon, c'était vraiment de l'hébreu pour moi. Et quand j'évoluais, ça en était même au stade où quand j'étais au galop, il pensait que je trottais, ou quand le cheval était au trot, il me demandait si le cheval était bien au galop. Ah ouais, je ne savais pas du tout si c'était le galop et le trot. Hein, il y a eu toute une éducation équestre pour lui et musicale pour moi. La métamorphose, c'est aussi celle de ces jeunes comédiens du théâtre du Centaure. Passer des planches aux étriers, leur jeu consiste à se fondre dans l'animal. C'est ma moitié. C'est une force qui m'emmène, c'est une force qui me porte. Je pense que c'est quelque chose de l'ordre du rituel ou de la transe. Métamorphose aux arènes, une étrange ouverture pour la feria, car l'ombre du centaure va bientôt s'effacer pour un rituel de mort. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Le recteur de la mosquée de Paris, jugé trop modéré, était la cible d'un prochain attentat qu'auraient mené des islamistes. Résultat de l'enquête après l'opération antiterroriste mardi dernier. Dans un instant, la météo présentée par Patrice Drevet, puis à 20h50, Faites la fête, présentée par Michel Drucker, la dernière de la saison. Excellente fin de soirée sur France 2.